Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Une revue de la presse israélienne et des médias que nous allons débuter en citant le Haaretz et le Yediot Aharonot, des grands quotidiens israéliens qui consacrent ce matin leur manchette à un titre qui, s'il se confirme, pourrait avoir des répercussions dramatiques pour le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Selon ces deux journaux, le parquet israélien serait en passe de conclure un accord avec Ari Haro, l'ancien chef de cabinet de Binyamin Netanyahou, afin qu'il devienne témoin à charge de l'accusation dans les deux premiers dossiers judiciaires concernant le Premier ministre, celui des cadeaux que M. Netanyahou et son épouse auraient reçus de la part d'amis milliardaires, comme le producteur hollywoodien Arnon Milchan, le dossier 1000, et celui se rapportant à des contacts qu'a eu Binyamin Netanyahou avec le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Il s'agit cette fois du dossier 2000. Selon les deux journaux, Haro pourrait apporter des preuves contre son ancien patron, ce qui placerait M. Netanyahou dans une position très délicate. Ce matin, Reshet Bet a affirmé dans son commentaire que si ces développements devaient intervenir, eh bien cela pourrait prendre tout de même quelques mois parce que l'accord entre Ari Haro et le parquet israélien n'a pas été conclu et il est actuellement négocié. Parallèlement, le Yediot Aharonot souligne que la police a imposé un ordre de censure sur la publication d'extraits du témoignage de Miki Ganor, qui est lui aussi un témoin à charge, cette fois dans l'affaire 3000, celle des sous-marins vendus par l'Allemagne à Israël. Hier, la seconde chaîne de télévision a affirmé que lors de son interrogatoire, Miki Ganor avait évoqué le lien existant entre l'avocat David Shimron, qui est impliqué dans cette affaire, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui, il faut le rappeler, n'est pas suspect pour l'instant dans cette affaire. Et puis, dans ce contexte d'enquête, le Israël Hayom s'entretient ce matin avec le célèbre juriste juif américain, le professeur Alon Dershowitz, qui se plaint de la persécution juridique dont sont victimes certains hommes politiques en Israël. Il affirme qu'il y a des gens qui passent l'ensemble du code pénal en Israël au peigne fin pour découvrir l'infraction qui pourrait faire chuter le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le site Ynet nous cite une déclaration intéressante faite par le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Il y a des stagiaires qui travaillent au Congrès américain. Une déclaration qui, dans l'absolu, devait rester off the record, mais qui a été publiée sur un site américain. Dans ses propos, Jared Kushner exprime pour la première fois ses doutes quant aux chances de l'administration de son beau-père de parvenir à un accord, un deal qui permettrait un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Nous progressons discrètement dans les négociations avec les deux parties. Il est possible tout de même, finalement, que nous ne trouvions pas de solution. Mais pour l'heure, le président nous demande de nous focaliser sur ce dossier et c'est ce que nous faisons, a déclaré Jared Kushner. En marge de cette déclaration quelque peu embarrassante, dirons-nous, eh bien, le Yediot Aharonot nous montre une photo éloquente, celle du même Jared Kushner, mardi soir, au début de Tisha B'Av, dans la synagogue Rabat de Washington, où il a l'habitude de prier. On le voit en chaussures de toile, assis à même le sol, en train de réciter les keynotes et les lamentations de Jérémie, donc au début du jeûne de Tisha B'Av. Tous les journaux et les sites internet reviennent sur la journée justement de Tisha B'Av à Jérusalem. Bien entendu, tous mentionnent le fait que des dizaines de milliers de fidèles se sont rendus durant cette journée devant le Kotel pour y prier et y réciter donc entre autres les lamentations de Jérémie, la Megillat Echa. Ils citent pour la plupart un record battu durant cette journée, celui du nombre de fidèles juifs qui sont montés sur le mont du Temple en 24 heures, plus de 1263 pour être précis. C'est sans précédent, vu que plus d'un millier de fidèles montent ainsi sur le mont du Temple, en particulier durant cette journée de deuil national. Le Times of Israel, lui, souligne que cette donnée record n'a pas plu du tout au ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman Safdie, qui a affirmé que ces visites de juifs sur le mont du Temple pourraient provoquer de nouvelles tensions. Et le site, dans sa traduction en français, nous cite l'écrivain de la gauche israélienne Aleph Bet Yehoshua, qui a affirmé à l'occasion de Tisha B'Av, je le cite, qu'il faut laisser le mont du Temple aux musulmans. Serions-nous contents si nous devions laisser des musulmans prier devant le Kotel, se demande Aleph Bet Yehoshua. Selon lui, la véritable tragédie de Tisha B'Av, ce n'est pas la destruction du Temple, c'est le fait que trop de Juifs vivent encore en diaspora et ne comprennent pas qu'ils ont désormais une terre natale. Nous en avons parlé tout à l'heure
dans le cadre de notre entretien avec le Rav Shaul David Bochko, Roger Shiva de Khalil Yahu, qui lui-même est monté sur le mont du Temple au cours des derniers jours. Alex Fishman, dans le Yediot Aharonot, revient ce matin sur les émeutes de ces dernières semaines autour de l'installation des portiques et des caméras. Il révèle d'abord qu'après le retrait des portiques, les Morabitoun, un mouvement d'incitation dirigé par Raed Salah, l'ancien chef du mouvement islamiste israélien qui a été mis hors la loi il y a 2 ans par l'État d'Israël, a réussi à infiltrer 80 de ses activistes sur le mont du Temple au cours des derniers jours, et ce alors que la police fermait les yeux. Pour Fishman, le public palestinien a compris une chose au cours des 2 dernières semaines, que ce n'est ni le Hamas ni le Fatah qui ont réussi à faire fléchir le gouvernement israélien, mais bel et bien les hommes de religion du Waqf, un Waqf qui est devenu au cours de ces 2 dernières semaines le représentant des habitants arabes de Jérusalem-Est, qui jusque-là n'avaient pas de véritable leadership. Le second dégât, affirme Alex Fishman, il est causé par l'attitude du gouvernement et le retour du Fatah dans l'est de Jérusalem, après 15 ans durant lesquels l'État d'Israël et les forces de sécurité ont réussi à neutraliser son influence. Le Fatah a versé 20 millions de dollars aux commerçants de l'est de Jérusalem pour les dédommager du manque à gagner causé par les 2 semaines de crise. Et puis justement, le Ynet parle de tentative de retour à la normale pour les commerçants arabes de l'est de Jérusalem, après 2 semaines où les touristes se sont fait rares dans le chouk de la vieille ville. Et en particulier un titre important révélé ce matin en manchette par le Israël Hayom, qui cite des responsables des services de renseignement palestiniens qui dévoilent le rôle majeur joué par l'Iran dans les émeutes qui se sont produites autour du mont du Temple au cours des 2 dernières semaines. Selon ces responsables palestiniens, des milliers de manifestants ont reçu de l'Iran via des intermédiaires des colis de nourriture pour des millions de shekels. Sur chacun de ces colis, une citation célèbre du leader spirituel iranien, l'Ayatollah Khamenei, avec l'aide d'Allah, la Palestine sera libérée. Fin de citation. Ces colis auraient été préparés par des ONG financées directement par l'Iran qui ont une emprise dans la rue palestinienne, et le journal souligne que cette ingérence massive de l'Iran suscite la colère de la direction palestinienne qui se sent affaibli par cette intrusion. C'est un titre, pour le préciser, qui a été publié par le Israël Hayom dans le journal d'hier, dans son édition d'hier de Tisha B'Av. Puisqu'hier nous n'avons pas eu de revue de la presse, il est bon de citer cette information importante. Justement, le Israël Hayom consacre ce matin une partie de sa manchette au parti chasse et parle de secousses dans le parti orthodoxe séfarade, avec des déclarations inattendues qui viennent de l'entourage du président du Conseil des sages de la Torah du parti chasse, le Rav Shalom Cohen, qui a pourtant été nommé par Aryeh Deri. Nous allons montrer à Aryeh Deri qui est le véritable patron, a affirmé le fils du Rav Shalom Cohen. Selon lui, Aryeh Deri ne tient pas compte de l'avis du Rav Shalom Cohen, et pire, il l'humilierait en public en lui préférant le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. Et ce n'est pas tout. Dans l'une de ses conversations avec des proches, le fils du Rav Shalom Cohen, Rav Yaakov Cohen, aurait même exprimé son soutien à l'ancien président de chasse, Eli Yishai. Il faut souligner que les journaux de Tisha B'Av avaient fait état de progrès dans l'enquête contre le président de chasse Aryeh Deri dans les affaires judiciaires le concernant de confiance et de fraude fiscale. Le site de Ma'ariv annonce ce matin le lancement en Guyane française de 2 satellites israéliens. Le premier sur un satellite espion, le second un satellite scientifique qui devrait fournir d'importantes données en matière d'agriculture. Quant au Yediot Aharonot, il souligne que le lancement a un aspect symbolique pour Israël d'une certaine manière, puisqu'il s'est déroulé non loin de l'île du Diable où Alfred Dreyfus a été détenu. Les 2 satellites qui portent les noms de Vénus et d'Ovsat 3000 ont été construits par les industries aéronautiques israéliennes. Il faut préciser que le satellite espion a été vendu par Israël à l'Italie, qui pourra grâce à lui surveiller ce qui se passe à la fois en Libye et en mer Méditerranée en particulier, pour surveiller les dizaines de milliers de réfugiés qui tentent toujours de traverser la mer pour rejoindre le territoire italien. Le député Likoud Oren Khazan s'apprêterait à rencontrer peut-être ce matin vers 10h au pont Allenby sur la frontière entre Israël et la Jordanie un député jordanien, Yirchie Saïd, qu'il avait invité à venir en Jordanie pour débattre, avait-il dit, les yeux dans les yeux des relations entre Israël et la Jordanie, des relations qui, on le sait, se sont durcies ces dernières semaines à cause de la crise sur le mont du Temple. Le député jordanien avait invité Khazan après que ce dernier ait publié sur Twitter un post dans lequel il rappelait en termes assez crus à la Jordanie que c'est Israël qui lui fournit depuis plusieurs années l'eau dont le pays a besoin pour vivre.
Et puis un mot de tourisme avec ce début du mois d'août. Le Yediot Aharonot annonce que l'on attend demain à l'aéroport Ben Gurion environ 100 000 passagers qui décolleront ou atterriront. Le journal révèle que le mois de juillet a déjà battu un record. 2 180 738 passagers ont emprunté l'aéroport israélien. Il s'agit d'Israéliens et de touristes, et c'est une augmentation de 13,2% par rapport à l'année dernière. Et puis le Haaretz confirme, grâce à l'aide de la météorologie israélienne, un sentiment que tous les Israéliens ont bien remarqué. Le mois de juillet dernier a été l'un des 2 mois de juillet les plus chauds de l'histoire d'Israël, avec celui de juillet 2000. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Edith Neumann, Lévi Neumann, qui nous parlera entre autres de la cité de David, qui nous proposera une excursion dans Jérusalem. Ce sera après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.